Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Digitalk, le rendez-vous des experts B2B par RSI. Le thème du jour, la data. On va répondre ensemble à la question comment augmenter, améliorer et qualifier sa data prospect dans le respect du RGPD. Bienvenue à tous, je suis Laurent Olivier, un des directeurs associés d'RSI et j'ai l'honneur d'animer ce Digitalk avec Iria Marquez. Bonjour Iria. Bonjour Laurent, comment ça va? Très bien, super. Donc le thème du jour, la data. Peut-être d'abord présenter ton équipe, ton activité qui est dédiée aux data, à la CRM au sein de l'agence. Exactement, je te remercie. L'équipe Digital Journey, donc au sein d'Epoca, est dédiée à tous les sujets techno, qui finissent par de la techno, et qui ont vocation à aider à définir, à programmer un parcours de conversion. Faire qu'au final, les prospects soient le plus nombreux et le plus qualifiés quand ils arrivent entre les mains des commerciaux. Ça pose énormément de questions de CRM, énormément de questions de data, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors vous qui nous suivez derrière votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions. Nos experts qui sont à côté répondront en direct à vos questions. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet et on va essayer de répondre concrètement à 3 questions. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir pourquoi on oublie de commencer par ce fondament, sur cette base qui est effectivement partir sur de bonnes bases. Et pourquoi c'est stratégique pour réussir ces campagnes? Pourquoi c'est stratégique? Parce qu'aujourd'hui, le digital prend de la place par rapport à tout le reste, à tous les autres leviers. On l'a vu notamment boosté par l'activité, par la pandémie. Et qu'aujourd'hui, c'est un gros provider, un très gros provider de leads, de contacts pour les commerciaux. Et donc, il faut que, à minima, si on veut aller les chercher, qu'on sache qui aller chercher et qui ils sont et quelles sont leurs caractéristiques. C'est aussi bête que ça. Donc il faut qu'on ait l'information. Donc effectivement, on vient de le voir, on va répondre à ces 3 questions qui sont dans le programme. C'est quelles règles s'imposent et ou imposer aux équipes pour une parfaite hygiène de ces datas. Deuxièmement, comment profiter des outils et connecteurs pour automatiser. Et enfin, comment s'adapter aux contraintes du RGPD. Allez, c'est parti. Quel constat faites-vous la plupart du temps, Iria, lorsque vous intervenez, vous lancez un dossier chez vos clients, quel constat vous faites? Alors le premier constat, c'est que tout le monde dit, tous les marketeurs qui viennent nous voir disent ma base de données, elle est épouvantable. Et ils se sentent vraiment les derniers en termes de honte à avoir une base de données épouvantable. La vérité absolue, c'est que même les sociétés qui sont extrêmement marketing ont énormément de problèmes avec leur base de données. Le premier problème, c'est je trouve que ma base est trop grosse. Et donc difficile à entretenir, à maintenir, etc. Ou au contraire, je la trouve trop petite et donc j'arrive mal à générer du lead chaud, parce qu'il faut quand même élever, et il y a de la perte, et il y a des gens qui restent inactifs. Dans les 2 cas, ce qui est certain, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes grands problèmes. Les grands problèmes, c'est absence ou difficulté de mise à jour. Les commerciaux, ils ne mettent pas à jour. Les bases de données, quand elles me sont fournies par telle ou telle équipe, parfois, elles datent à tel point, je rappelle, 30% d'une base de données, en théorie, est caduque chaque année. Si vous la gardez 3 ans, elle est entièrement caduque. Elle est entièrement caduque, ou il faut entièrement la renouveler, ou tous les Exactement. contacts ne sont plus bons. C'est pas rien. Donc d'abord, difficulté à la mettre à jour. Ensuite, la base en stand-alone. J'ai un fichier Excel, dans le pire du pire, j'ai un fichier Excel quelque part et où j'ai un CRM et je download, je charge la base depuis le CRM pour en faire des trucs à côté. Ça, c'est le... Et bon, La pire des pratiques ou oui, un mais exemple à ne pas suivre. très fréquente. Donc, que soyons pas souvent. complexés, mais essayons de changer ça. La troisième, c'est évidemment les données hétérogènes. Quand on collecte des données, notamment sur les fonctions, les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise, si la donnée est hétérogène, ça veut dire si on indique un peu tout et n'importe quoi dans ces champs-là, bien, quand on voudra faire un tri, c'est juste impossible. Faire un segment sur telle fonction, si les fonctions sont écrites chacun à sa façon, ce ne sera pas possible. Problème donc de nomenclature, par exemple, sur des champs qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas cohérents. Exactement. Toute la notion de picklist qu'on va voir tout à l'heure. Et puis le dernier point, il n'est pas des moindres, il n'est pas en dernier parce qu'on s'en fiche, c'est la RGPD. On a vu que des grands acteurs avec des équipes marketing extrêmement étoffées, extrêmement compétentes, peuvent se faire épingler par la CNIL.
Évidemment, quand on se fait épingler par la CNIL, ça coûte cher. Et c'est lourd, et en termes d'image, c'est pas terrible. Et donc la RGPD, c'est un vrai sujet au même titre que tous les autres problèmes ou toutes les autres caractéristiques. Alors après ces constats, vous avez développé donc une méthode, une approche un peu spécifique qui permet donc de concrètement répondre à ces problématiques qu'on vient de voir ici. Et donc, je vous propose qu'on voit avec Iria l'ensemble de ces 5 étapes. On commence par la première qui s'appelle cleaner. Exactement. Alors, évidemment, en termes de méthodologie de gestion de bases de données, d'optimisation, il existe des procédés extrêmement lourds, extrêmement complexes, propres notamment au B2C ou à des activités B2B qui ont des énormes bases de données. Aujourd'hui, moi j'ai voulu partager avec vous une version un peu plus light, réaliste aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'envisager des gros chantiers qui vont prendre des années et qui ne se feront finalement jamais. Le B2B, c'est le sujet, on a besoin d'être concret, cohérent, pratique et que le business continue. Donc première étape, effectivement, l'inventaire. Je fais la liste de ce qu'il y a dans les tiroirs. Il y a un CRM, ok, mais il y a peut-être une petite plateforme de marketing automation dans un coin qui est utilisée par une équipe. C'est une base. Et puis, il y a une plein plateforme événementielle pour les webinars qui est souvent gérée à côté et donc qui crée aussi des incohérences dans la data. Exactement. Des tableaux Excel, en veux-tu, en voilà, c'est pas anodin. Donc, d'abord, rassembler ça et puis aller identifier les données erronées. Alors, je cite évidemment la grosse évidence, c'est l'adresse mail qui n'est pas une adresse mail, soit par faute de frappe, soit parce qu'il y a des petits malins qui ont fait moi@moi.com, truc classique. La compliance que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que les bases qu'on me donne pour que je les concatène, pour que je les rassemble, est-ce qu'elles viennent d'un endroit identifié? Est-ce qu'elles sont compliant? Est-ce que quelqu'un a demandé à ces gens-là si on pouvait leur écrire? Les données incomplètes. Moi, j'ai des adresses mail incomplètes, mais aussi j'ai que des adresses mail, donc je n'ai pas de nom, pas de prénom, pas de fonction. C'est pas grave, mais il faut le savoir et il faut se dire que le plan marketing, il doit faire avec ça. Les doublons de champ. Alors ça, c'est un peu le cauchemar quand on rentre, quand nos équipes à l'agence rentrent dans ce type de chantier. Le doublon de champ, c'est avec le temps, j'ai créé un champ secteur d'activité et puis une autre équipe ne l'a pas vu ou ça ne lui plaisait pas comme ça ou je ne sais. Et donc a créé un champ activité ou secteur ou autre chose. Et donc on se retrouve avec des champs multiples qui sont les uns ou les autres complétés. Donc il faut c'est même pas concaténer, enfin il faut traiter, il faut mapper plus exactement. Et puis de façon générale, les deux grands problèmes à prendre en compte pour cleaner, c'est l'hétérogénéité, comme je disais, des fonctions, des secteurs, des tailles d'entreprise. C'est vraiment les 3 critères clés pour qu'on fasse un minimum de personnalisation dans nos actions marketing et aussi pour que les commerciaux aient en tête ce qu'ils doivent dire quand ils vont recevoir le lead chaud. Si le lead il est très chaud, très interagissant, mais qu'on n'a aucune information, le commercial ne va pas avoir très envie de faire le call sortant. Et donc, il ne va pas le faire. Et puis enfin, ça, c'est les bases de données. Il faut dans le même temps regarder tous les formulaires qu'on a sur la toile, à un endroit ou un autre, les invitations, les inscriptions à un événement, comme vous évoquiez, ou tous les formulaires de lead gen que vous avez pour que ce soit aligné avec l'inventaire et avec le cleaning qu'on est en train de faire. Donc, on vient de voir la première étape qui est donc inventaire et cleaning. On va passer à la seconde qui est la structuration même de la base de données. Voilà, alors ça c'est une étape qui est vraiment clé parce que le cleaning, c'est nettoyer ce qui existe, c'est pas très excitant, il faut le faire et c'est à grosse valeur ajoutée parce que ça va éviter qu'on soit qualifié comme spammer ou qu'on ait l'impression d'avoir 50 000 contacts et en vérité on n'en a que 3 000 de fonctionnels. Mais ce n'est pas là un geste à valeur transformation de business direct. La structuration, oui. La structuration, c'est quoi? C'est aligner ou rassembler autour de la table le commercial et le marketing, parce que c'est essentiel que les deux cibles et les deux besoins soient adressés pour structurer un truc assez bête, in fine, c'est pas très hautement technologique, c'est pour structurer la liste des champs qui sont nécessaires d'avoir dans une base de données. Il y a des champs qui sont nécessaires au marketing
pour permettre une personnalisation, une segmentation, essentiellement ces deux leviers-là. Et puis il y a des champs qui sont indispensables pour que le commercial il ait une approche intelligente. Encore une fois, le marketing dit souvent le commercial, les appels sortants, c'est pas trop son truc et tout. Ils ont raison, mais quand le commercial n'a aucune info, aller appeler un inconnu, essayez vous-même, vous verrez que le geste est difficile. Donc, structurer les champs avec les deux angles de vue en tête. Donc là, par exemple, c'est tous les fameux speak lists, hein, donc les menus déroulants, qu'ils soient bien faits, que tout le monde les utilise, que voilà, et donc remplacer effectivement qu'il n'y a pas trop de champs libres parce qu'après, on ne peut pas faire de recherche. C'était quoi exactement le tableau là qu'on voyait à l'écran? Ça, c'est pour aider à faire cette personnalisation, c'est ça? Alors ici, le tableau, c'est effectivement, une fois qu'on a bien défini les pick lists, qu'on a bien défini la structure de la base, on revoit là maintenant. Le tableau qu'on voit à présent, c'est un tableau pas très poétique qu'on utilise comme modèle d'upload de base. C'est-à-dire qu'on va, là on ne lit pas évidemment parce que c'est confidentiel, mais on va définir quelles sont les colonnes qu'on doit avoir remplies dans une base qui entre dans le CRM ou dans le marketing automation, et sur chacun de ces champs, quels sont les items qu'on peut avoir. À gauche, ça doit être les jobs, et donc on a la liste des fonctions. Il faut que la base qui rentre, si on veut renseigner la fonction, il faut que ce soit un de ces items-là. Donc là, la bonne pratique, c'est on n'intègre pas de contact dans la base de données qui ne correspondent pas à ce modèle-là et qui n'est pas absolument les champs de la pick list complétés avec les bons champs de la pick list. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on structure. À la limite, il vaut mieux qu'ils ne soient pas complétés plutôt que mal complétés. Parce que sinon, ça interdit toute personnalisation. On parle beaucoup de personnalisation. Si on n'a pas le secteur et qu'on envoie, on a décidé de faire une campagne spécifique pour tel secteur parce qu'on a une offre hyper pertinente là-dessus, cette personne-là, dont le champ est mal renseigné, ne recevra jamais cet email. Et comme vient de le dire Iryab, il y a parfois les champs qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas proposés. C'est pour ça que l'étape 3, c'est justement une étape d'enrichissement et de complétion. Exactement. Alors là, on a globalement, on a nettoyé, on a structuré, on a fait en sorte que ce qui est et ce qui va venir en termes de données soit conforme à la stratégie marketing et aux process commerciaux. C'est ça ce qu'on a fait pour l'instant. Évidemment, je disais tout à l'heure, parfois on a des bases où il y a à peine les adresses mail. Donc il faut faire deux choses. Compléter les informations qu'on a sur les contacts qu'on a en liste. On a des adresses mail, peut-être c'est des VIP, mais pour des raisons quelconques, on a réussi à collecter que leur adresse mail. Donc c'est important qu'on ait leur nom, leur prénom, leur fonction, etc. Tous ces champs qui sont importants et pour le commercial et pour le marketing. Donc on va travailler en complétion. Il y a un certain nombre de solutions pour cela. Et puis, il y a une deuxième chose qui est l'enrichissement à proprement parler. C'est ma base, elle a 2000 contacts. Ça représente 0,1% de mon marché. Donc, il faut que j'en acquière davantage et que je passe de 2000 à 20 000 si je veux avoir vraiment un marketing en état de marche. Les proportions de base de données dépendent de votre stratégie, de la niche ou du marché que vous voulez attaquer et en termes de taille d'entreprise, en termes de segments, etc., etc. Donc, à vous de voir si vous détenez dans vos bases de données un volume ou une part du marché assez satisfaisante pour mener des opérations fructueuses. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a fait effectivement, notamment en achat-location. Puis après, il y a les mécaniques qu'on va mettre en place au fil de l'année, notamment donc, la lead gen qui va générer des contacts entrants réguliers. Donc ça, c'est le deuxième pilier de l'enrichissement et complétion. Donc le premier pilier, c'est effectivement la solution, j'allais dire, un peu ancestrale, qui est soit on achète des bases de données chez un Compass ou chez un broker un peu plus spécialisé, soit on l'a mis là, néanmoins, je reviens là-dessus, Laurent, on a mis là ce petit téléphone pour dire que parfois, quand on a un cœur de cible extrêmement précieux qui représente du potentiel de chiffre d'affaires monstrueux, on peut tout à fait investir en qualification téléphonique. C'est-à-dire vraiment, on se fait le fichier. Il y a des entreprises qui sont tout à fait performantes là-dedans. Et puis effectivement, ça c'est de l'achat ou de la loc. Le deuxième levier, c'est la lead gen. Et donc, dans la lead gen payante, la lead gen organique.
payantes, bah, vous voyez, c'est LinkedIn Ads, c'est Google Ads, c'est de la syndication, tous les programmes que chez Arecis on fait à longueur de journée et qui génèrent de façon payante du lead, mais c'est aussi tout le travail qu'on peut faire, notamment sur son site. On a des sites à l'agence qui, sur une trentaine de cas visiteurs, de milliers de visiteurs, on peut générer jusqu'à 300 leads par mois. Parce que c'est travaillé pour faire ça. Donc là, on est plus dans les stratégies d'inbound marketing, où grâce au contenu produit, aux différentes mécaniques sociales, on va générer des contacts entrants. Et 300 contacts entrants, à la fin de l'année, c'est 3600, donc c'est pas anodin. Et puis la dernière chose, qui est certainement aujourd'hui la solution la plus actuelle et la smart, plus on va dire, smart, exactement, qui permet de répondre à ces fameux 30% de bases qui sont obsolètes tous les ans. Donc on va effectivement mettre en place des mécaniques de mise à jour régulières et automatisées. Permanentes même. C'est-à-dire qu'on va globalement payer un abonnement et non plus au prix d'une liste qu'on achète au volume. On va payer un abonnement, connecter ces plateformes auxquelles on s'abonne à notre CRM ou à notre marketing automation. 2 écoles en la matière. Moi, mon école, elle est plutôt de connecter au marketing automation. C'est ce qui est le plus signifiant dans le buyer journey. Le résultat, c'est qu'en permanence, ça apporte de la donnée. Donc la plateforme, quand elle-même, elle s'enrichit de nouvelles données, elle va les basculer sur votre CRM ou votre marketing automation, à la fois pour faire de la complétion et éventuellement pour faire de l'enrichissement. Les deux selon ce qu'on programme. Voilà, les petits logos là qu'on voit, c'est les différents partenaires avec lesquels nous on discute et on pourra bien sûr vous aider à choisir le bon logo, le bon partenaire selon le besoin, le marché que vous ciblez. Ouais, il y a des vraies différences entre les partenaires. Il faut vraiment étudier vraiment l'adéquation à son besoin. 4e étape ? Bien sûr. Allez, on passe maintenant à l'étape de maintenir, car il ne suffit pas d'avoir fait ce travail une fois, voire même de cette mise à jour permanente. Il faut maintenir sa base à jour. Exactement. Tout cet investissement-là, il faut l'amortir avec un petit effort un peu en permanence. Et donc, 3 grands leviers. Un, la formation des acteurs sur l'unification des modèles de données, c'est-à-dire sommairement les équipes marketing et les équipes commerciales, ce n'est pas seulement le marketing. Et ça pose la question de l'ergonomie du CRM et de l'ergonomie du marketing automation, donc pas se planter dans les choix qu'on fait, pas aller chercher des solutions extrêmement complexes et laborieuses quand on a des équipes de jeunes ou au contraire de très faiblement adeptes de technologie. Il faut vraiment être accompagné sur le choix de son CRM parce qu'il peut en résulter des énormes problèmes d'adoption. Le deuxième, c'est désigner un ou plusieurs référents selon l'articulation qui soient volontaires et imaginatifs parce que franchement, là, pour jouer ce rôle-là, il faut savoir jongler et trouver des solutions un peu étonnantes. Et puis, le 3e levier de succès, c'est de créer des dashboards qui parlent qui pilotent la performance de la base de données. Combien de nouveaux contacts, combien de contacts entrants, de champs renseignés, etc. etc. Au global, voire par équipe, voire par personne. Parce que les CRM permettent tout à fait d'identifier qui a complété, qui n'a pas complété. Ce qu'on voit avec ce point 4, c'est que ce n'est pas simplement de la technologie, c'est aussi de la conduite du changement, des bonnes pratiques au quotidien par les équipes qui utilisent ou qui pratiquent le CRM parce qu'elles font des requêtes ou des campagnes marketing dessus. On a terminé pour ce point 4 et on va aborder le 5e point qui est pas un point vraiment chronologique parce que c'est vraiment un point plutôt fil rouge qu'il faut avoir en tête en permanence et plus les années passent, plus il est vraiment prégnant de vraiment l'avoir en tête. Donc c'est tout le sujet de la compliance RGPD. Exactement. La compliance RGPD, c'est effectivement pas la dernière roue du carrosse, comme pourrait le laisser penser le fait qu'on l'a mis en dernier point. C'est un point important et qu'il faut avoir en permanence en tête du moment où on fait le cleaning que j'évoquais tout à l'heure, s'assurer que ce qu'on est en train de nettoyer est vraiment compliant. Mais
par-delà ça, j'ai résumé un peu les choses tout à l'heure en disant que la base soit compliant. Que la base soit compliant, c'est une définition un peu à géométrie variable. Pourquoi? Parce qu'il existe aujourd'hui la réglementation. Je vous invite à regarder le texte, hein, il est assez cossu. Il existe aussi dans à peu près toutes les entreprises un DPO qui a fait son interprétation de la réglementation. À tort ou à raison, c'est même pas le sujet, mais qui en a fait son interprétation et qui en a édicté des règles d'application dans l'entreprise. C'est ça ce que le marketeur doit avoir en tête, ou le communicant, ou le directeur commercial, et c'est ça qui doit devenir la règle dans l'entreprise. Il y a notamment un certain nombre de critères géographiques qui rentrent en ligne de compte. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui en France que la France est une exception, où c'est creusé, c'est autorisé une exception à travers l'autorisation de la CNIL, qui est cette capacité, cette possibilité d'adresser des contacts B2B par mail sans autorisation préalable. Donc ça, c'est unique au monde. La RGPD, son périmètre, c'est l'Europe, et la France est le seul pays à avoir cette autorisation-là. Ce qui, évidemment, quand on est un acteur purement français, on est content, on sourit, hein, tout va bien, moyennant quelques respects d'avoir bien un bouton pour se désinscrire, d'avoir bien en accès très lisible les conditions et nos engagements, les engagements de l'entreprise par rapport à ça, c'est facile. Ensuite se pose la question des entreprises internationales. Deux cas de figure, soit elles considèrent, comme la loi l'exigerait normalement, le plus strict, et à ce moment-là, ça veut dire que la France est alignée sur les règles internationales, et donc pas d'exception à la française. Il y a des DPO qui l'interdisent absolument, donc même si on a le droit, dans l'entreprise, on ne peut pas l'opérer. Et puis il y a ceux qui ont un spectre, un périmètre international, et qui se sont dit, c'est dommage que la France ne bénéficie pas de son exception. Ça fait des inégalités, mais la vie est inégale et belle. La fameuse exception française qu'on retrouve ici encore, mais donc effectivement en B2B en France, on a le droit de communiquer sans opt-in préalable à partir du moment où le lien opt-out, comme c'est bien écrit, est clairement affiché et qu'il y a une certaine logique dans la thématique de communication avec la cible avec laquelle on communique. Tout simplement. A contrario, en Allemagne, on va demander du double opt-in. Éventuellement, c'est quand même un peu le pinsum absolu. Donc, je voulais parler de deux exemples. Voilà, j'allais dire, pour ceux qui nous suivent, on va rentrer dans encore plus du concret parce que Iriane nous a préparé quelques exemples pour apporter des réponses concrètes à ces 5 étapes pour améliorer et qualifier sa data prospect. Exactement. Alors, au préalable de ça, quand on a une base de données qui n'est pas RGPD ou dont on ne peut pas prouver la compliance. Il faut voir, et donc ce n'est pas un conseil d'avocat que je donne, je suis très claire là-dessus, il faut voir son DPO et voir avec lui s'il est possible, s'il accepte que vous envoyez un premier message de demande de compliance. Cher monsieur, mon prospect, est-ce que vous accepteriez de communiquer avec moi par mail? Voilà. Il y a des DPO qui l'acceptent et puis il y a des DPO qui le refusent. Mais en tout cas, il faut l'envisager, il faut aller essayer de négocier la chose. On pourrait appeler ça un email un peu zéro. Exactement. Un email zéro qui permet de requalifier, de être certain qu'on respecte bien l'opt-in un peu obligatoire que certains DPO imposent, y compris en France. Exactement. Quand on en parle avec la CNIL dit c'est la preuve d'un effort à respecter, donc à condition que vous n'en fassiez pas toute l'année sous prétexte que vous essayez de demander. Voilà. Ça peut passer, mais encore une fois, c'est votre DPO qui détient la loi de l'entreprise. Et là, c'est l'exemple qu'on a fait pour Aperam. Donc, qu'est-ce qu'ils font Aperam? Alors, Aperam, c'est un des 2 grands leaders mondiaux de l'acier inoxydable. Un énorme groupe international, et donc les questions de RGPD, eux ils sont alignés, l'exception à la française, tant pis, on pleure un coup, mais on ne cède pas à l'exception à la française, tout le monde est aligné sur la règle stricte. Oui, parce que la base est la même dans tous les pays, c'est ça? Ou, alors on peut la segmenter dans un marketing automation, dans un CRM, on peut la segmenter et s'adresser d'une certaine façon à la France et d'une certaine façon à tous les autres. Mais la règle est la même pour tous les pays, il faut absolument, y compris en France, avoir un opt-in. Et donc cette campagne-là... Elle sert à optiner. Optiner n'est pas forcément un terme totalement rentré dans le dictionnaire, mais c'est le nôtre, on l'utilise beaucoup. Et comment ça fonctionne? Alors, on a fait une newsletter
Cette newsletter, elle a pas mal de succès, elle a un énorme taux d'ouverture et un énorme taux de clics. Donc on s'est dit que pour des contacts qu'on venait de rentrer dans la base, en plus, on allait jouer un peu comme le fait la presse, hein. Donc la newsletter, elle est invisible, on ne voit pas les articles, ils sont masqués comme vous le voyez là par un film transparent. Et donc il y a un petit bloc en haut qui dit si tu veux accéder et bénéficier de nos newsletters, clique ici. Et ça revient à accepter, c'est dit en toutes lettres, de recevoir de la communication depuis Apéra. Voilà, on le voit mieux, merci en régie de nous montrer. Donc effectivement, donc c'est comme un paywall de presse, hein, où effectivement, donc il n'y a pas à payer, mais il y a effectivement à cliquer, qui est une forme, qui est donc le consentement qui autorisera aussi à recevoir les prochaines newsletters. Voilà. Très smart. Très facile, juste un clic et pas de choses à remplir, et ça fait le job. Deuxième exemple avec FHH, donc c'est écrit Fédération Haute Horlogerie. Fondation, oui, Fondation Haute Horlogerie, exactement. Là, on a joué sur la valeur d'un contenu, un contenu à très très forte valeur ajoutée, quelque chose, une étude en fait que vous trouvez habituellement sur le web en payant, en étant payante. Ici, on l'a offerte avec un discours qui est encore une fois sur des bases qui ne sont pas opt-in, avec un discours qui est pour cette étude, elle est accessible aux membres de la communauté. Et pour être membre de la communauté, il faut évidemment accepter de recevoir des communications par mail. Et donc les gens ont téléchargé, on a obtenu quasiment 30% de taux d'opt-in, ce qui est juste absolument même inespéré pour nous en début de campagne. Donc là, c'est vraiment la qualité, la promesse autour du contenu que l'on proposait qui a permis d'obtenir ce plus 30%. Exactement. Pendant qu'on est dans les chiffres, on peut donner un résultat ou un chiffre du cas d'avant sur Apéram, juste parce que je suis sûr que ceux qui nous suivent, ça les intéresse, les chiffres. Alors, il est en cours, mais je pourrais l'annoncer peut-être dans un mail après notre événement. Mais il est en cours, on n'a pas fini, c'est la semaine dernière. Laissez votre adresse email là dans le chat ou les échanges, et puis effectivement, Iria vous recontactera pour vous dire effectivement comment ça a fonctionné. Voilà. Pour l'instant, on a dépassé la barre des 20, mais je ne veux pas me satisfaire de 20%, je suis sûre qu'on peut faire mieux. Il faut être ambitieux. Voilà, exactement. Merci pour ce deuxième exemple. Est-ce que maintenant, on peut rentrer encore plus dans les détails sur cette compliance? Oui, exactement. La compliance, c'est aussi, sur ce point de la compliance, une question de maintenir la conformité. Pas juste de faire les campagnes qu'on vient de voir, mais de faire en sorte qu'en permanence, ce soit le cas. Et donc là, très clairement, former les commerciaux, parce que dans le CRM, il y a aussi une case opt-in et opt-out, si le CRM est bien fait, hein, ne serait-ce que parce que les gens le disent au téléphone ou par mail one-to-one, et il faut en prendre note. Pour les marketeurs, c'est également le fait qu'ils soient extrêmement attentifs sur tous les formulaires. Alors, ceux qu'ils sont en train de faire ou qu'ils vont faire, généralement, c'est respecté, mais tous les formulaires qui sont un peu dans leur espace organique, ce n'est pas toujours le cas, on en oublie parfois, donc vraiment faire cet inventaire. Et puis, un tout petit détail, parfois, dans le CRM, il y a des boutons opt-in, opt-out. Dans le marketing automation, il y a évidemment une section, un champ opt-in, opt-out. Mais parfois, les deux champs ne communiquent pas ensemble. Et donc, veillez à ça. C'est un tout petit détail, mais ça peut créer des gros bugs. Oui, là encore, c'est la conduite du changement, hein, comme tout à l'heure. Ce n'est pas que de la technologie. Et effectivement, donc, il faut bien expliquer aux commerciaux lorsqu'ils sont au téléphone et que quelqu'un se déclare ne pas vouloir recevoir d'informations, voilà, de bien penser à cliquer dans le CRM et que cette information passe du CRM au marketing automation pour qu'ils ne reçoivent plus d'emails, ou en tout cas plus d'emails sur cette thématique, parce que c'est aussi quelque chose que l'on peut faire et que je vois, Iria, qu'on met de plus en plus ensemble, et on peut peut-être en dire un mot pour conclure. Aujourd'hui, on fait des segments un peu différents pour un peu protéger les badges et en même temps respecter les personnes par rapport à des souhaits de plus recevoir des informations. On peut peut-être donner une info là-dessus? Ça fait appel à toute cette notion de preference center, hein, qu'on met quasiment par défaut, qu'on paramètre quasiment par défaut dans les process de setup de plateforme. Et effectivement, l'idée de donner le choix à l'internaute ou à la cible de recevoir des communications newsletter mais pas commerciales, ou sur telle famille de produits et pas sur telle autre, notamment dans des grands groupes,
évidemment, c'est frustrant pour tout le monde parce que vous voudriez toujours adresser tout à tout le monde, mais vous allez lasser les cibles, voire faire qu'ils se désabonnent. Et pour votre image, c'est aussi un point positif que de ne leur communiquer que sous cet angle, sous l'angle de ce qu'ils souhaitent. Ils ont fait l'effort de se déterminer, faisons l'effort de répondre à leurs demandes. Et concrètement, il faut mieux que la personne se désabonne d'une thématique ou d'un média parce qu'il ne veut plus être relancé pour un événement, par exemple, que de se désabonner de toutes les communications de l'entreprise et de devenir opt-out et totalement... Dernière partie, comment effectivement on mobilise les commerciaux un peu dans cette approche? Ouais, c'est une petite astuce. Un tips C'est pour terminer. un tips, voilà, absolument. C'est souvent le pain point, hein, c'est la difficulté de mobiliser les commerciaux qui brassent la donnée tout le temps. Hein, c'est leur job, donc c'est une partie de leur job. Donc nous, on a une approche nudge, hein, c'est-à-dire une approche qui essaie d'être le moins contraignante possible et de jongler sur je te demande un effort, mais en même temps, tu y gagnes quelque chose. Et donc, 2 petites astuces. On parlait de reporting tout à l'heure, hein, sur le thème, sur le point de maintenir sa base de données. Faire des reportings de complétion de la base, y compris nominatifs ou par équipe. C'est aussi une façon, alors évidemment, d'épingler ceux qui ne sont pas très au fait, mais aussi de féliciter les bons élèves. Et ça, c'est vraiment super important. Et puis la deuxième chose, c'est de bien faire comprendre aux commerciaux que les efforts qu'ils font, ce n'est pas des efforts pour que le marketing dise ma base de données, elle est clean. C'est pour que le marketing fasse des opérations les plus pointues possibles et les plus utiles pour eux. Et j'ai repris ici simplement un email qui a une signature dynamique. Donc cet email, pour un de nos clients, G-Collect, on va retrouver en signataire de cet email qui est totalement généré automatiquement, le commercial qui est en charge de ce contact. Chaque contact est attribué à un commercial et c'est sa signature qui vient en personnalisé en bas. Et on sait que d'un point de vue efficacité marketing, un message personnalisé d'une personne sera plus efficace que s'il était signé le service marketing de G-Collect. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'objectif d'un CRM, c'est qu'avec tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il va être mis à jour aussi beaucoup automatiquement par les différentes campagnes, par le Preference Center, par l'automatisation et les connexions CRM qu'on a vues. C'était passionnant, j'espère que pour vous aussi. Merci Iria. Nous, on va vous laisser, mais vous pouvez continuer à poser vos questions à nos experts. Et puis, je vais vous donner l'adresse email d'Iria, comme ça vous pouvez directement lui envoyer des questions, ism@aresi.com. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, la base de données, ça ne doit pas faire peur. C'est juste un chantier et une tournure d'esprit à avoir en permanence. Merci pour ce mot de conclusion. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur le site aresi.com pour un prochain Digital. Merci. Merci.